Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, de manifestations spontanées ont éclaté le mardi dernier devant plusieurs missions diplomatiques à Kinshasa, notamment les ambassades de France, de Belgique et du Rwanda. De jeunes manifestants ont brûlé, 2 pneus, certains bâtiments ont été partiellement touchés. Le gouvernement congolais a exprimé ses regrets pour ces incidents. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé le mercredi soir un discours à la nation diffusé par la radio-télévision nationale congolaise face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment à Goma, promettant une riposte vigoureuse pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il a également souligné la mobilisation des forces armées de la RDC, décrites comme des forces de courage et de patriotisme. Et puis la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé dans la soirée du jeudi 31 janvier une réunion avec le membre de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif a été de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation. Face à la légèreté avec laquelle le Rwanda prend les choses, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner rappelle au Conseil de sécurité de l'ONU lors de son allocution que c'est depuis le 6 janvier dernier que les RDF et les M23 ont intensifié leurs offensives, qui ont d'ailleurs aggravé la crise humanitaire qui était déjà critique. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réfutation. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse aux propos et aux tentatives maladroite du Rwanda de passer sous silence les attaques impitoyables et inexcusables sur l'édifice du multilatéralisme, du droit international et de la valeur de la vie humaine qu'il est en train de mener à ce moment même à Goma. La réponse à l'agression rwandaise et à ses manœuvres de diversion doit venir de ce Conseil, qui doit enfin assumer pleinement ses responsabilités et cesser de détourner le regard. Trop de temps a été perdu dans l'inaction. Trop de vies ont été sacrifiées et trop de principes ont été bafoués. Elle exige ainsi des sanctions sévères contre le Rwanda au regard de son manque de respect au groupe des experts. Le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage et le mépris des Nations Unies et des résolutions de ce Conseil. L'impunité ne saurait perdurer sans porter un coup fatal à la crédibilité des Nations Unies. Le temps des hésitations est révolu. L'heure est à l'action. Je vous remercie. La communauté internationale doit se mettre en œuvre pour trouver des solutions rapides et efficaces, mais surtout durables pour que la population de l'Est de la République démocratique du Congo puisse respirer l'air de la paix. L'offensive renouvelée du M23 soutenue par les forces armées rwandaises RDF aggrave une crise humanitaire déjà dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration faite le dimanche 26 janvier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est profondément préoccupé par l'escalade de cette violence et réitère sa condamnation la plus ferme de l'offensive en cours du groupe armé M23 et de ses avancées vers Goma, au Nord Kivu. Dans une autre déclaration officielle, l'Union européenne a fermement également condamné la prise des villes stratégiques de Minova le 21 janvier et de Sake le 23 janvier, qualifiant ces actions de violations inacceptables du cessez-le-feu. Ces avancées militaires
intensifie une crise humanitaire qui touche plus de 800 000 déplacés internes regroupés autour des Goma. L'Union européenne a exprimé son inquiétude face à la menace proférée par les M23 de s'emparer des Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. L'Union européenne a réitéré également son soutien à la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, condamnant toute attaque contre les casques bleus. Elle a appelé toutes les parties au conflit à respecter les droits humanitaires internationaux, à protéger les civils et à garantir un accès humanitaire sans entrave. De son côté, le président du Kenya et président en exercice de l'EAC, William Ruto, a réitéré l'engagement de l'EAC à collaborer avec d'autres organisations régionales et internationales, notamment l'Union africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour encourager le parti au conflit à privilégier les dialogues. Il a également appelé le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, avec lesquels il s'est entretenu à répondre à l'appel à la paix lancé par les populations de la région et la communauté internationale. Notons que la situation dans la partie Est reste toujours tendue avec des combats intenses entre les FARDC appuyés par leurs alliés Ouazalendo et les rebelles du M23. Le public a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la Vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer uni et solidaire derrière les FARDC, les Ouazalendo et le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice. Par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le cessez-le-feu du 4 août 2024 n'a été pour lui qu'une chimère et il s'est pris d'ignorer vos avertissements du 26 janvier, allant jusqu'à bombarder des hôpitaux et des maisons dans la ville de Goma. Pas plus tard que dimanche le 26 janvier, le Rwanda, pays contributeur en troupes des Nations Unies, par le truchement de son représentant, a considéré ce Conseil comme complice de sa déstabilisation, allant jusqu'à associer la MONUSCO à cette démarche invraisemblable. Si cette stratégie a porté des fruits par le passé, le temps de la manipulation et du mensonge est désormais révolu. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir.
nous exigeons des actions. Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Après le discours tant attendu du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, les avis se divergent et les réactions fusent de partout. Après la percée de l'ennemi à Minova et à Boremana et leur avancée dans la ville de Goma, où les M23 continuent de faire couler le sang des compatriotes congolais, la nouvelle société civile congolaise, à travers son coordonnateur Jonas Tchombela, pense que la population demeure dans sa faim car elle n'a pas entendu ce qu'elle voulait entendre du chef de l'État. Le discours du chef de l'État n'a pas répondu aux attentes de la population congolaise. C'est du déjà entendu. Le chef d'État doit faire une déclaration de guerre, réorganiser son entourage, réorganiser le gouvernement, soit le remanier, réorganiser les services de sécurité et lancer la guerre là où elle est venue au Rwanda. C'est tout ce que le peuple congolais est en train d'attendre. Nous ne sommes pas encore rassurés. Nous serons rassurés quand il va faire la déclaration de la guerre contre le Rwanda, le Kenya et aussi l'Ouganda. En ce moment-là, nous serons rassurés. On est en train de nous tuer. Donc, quelle assurance nous avons dans le discours si sur le terrain, la situation ne change pas? Voilà pourquoi nous restons sur notre soif. Au regard de cette situation critique qui met toute une nation en détresse, voici ce que proposent les membres de la société civile à Félix Tshisekedi. Nous proposons au chef de l'État 3 solutions majeures. Faire une déclaration de guerre contre le Rwanda. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ils nous ont fait la guerre et nous devons le faire, la retourner là où elle est venue. La deuxième, ils peuvent continuer sur le plan diplomatique
à évaluer le travail qui a été de se faire sur le plan diplomatique avec tous ceux qu'ils ont comme partenaires, voir ceux qui ne sont pas avec nous ou ceux qui sont hypocrites, les abandonner et aller vers des partenaires qui peuvent accompagner la population congolaise pendant cette période difficile. C'est sur le front diplomatique. Deuxième front, il sera le front de la rue. Comme le Conseil de sécurité est en train d'échouer, il faudra alors que la rue reprenne la place, qu'on ne cesse d'étouffer la colère de la population congolaise par l'interdiction de marches pacifiques. Goma étant le cœur de la province du Nord Kivu, tous les regards sont fixés aux prochaines dispositions qui seront mises en place par le chef de l'État pour enfin récupérer et garder l'ensemble de cette partie est de la République démocratique du Congo dans une paix durable. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. L'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donnée au gouvernement souminois, celle de réduire le train de vie des institutions, a été exécutée par le gouvernement. Le jeudi 30 janvier 2025, il ressort de la réunion que la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé. Des mesures ont été prises quant à ce, comme l'explique le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Il était question pour nous, autour de la Première ministre, d'analyser toutes ces questions. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Il a été également question de renforcer l'appui logistique aux forces armées de la République démocratique du Congo et l'assistance accrue à la population du Nord Kivu, victime de la guerre. Cependant, le gouvernement a réitéré son engagement total envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et appelle à l'unité de la nation. Dans son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les caucus de députés nationaux et sénateurs du Nord et Sud Kivu. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Goma, envahie par l'armée rwandaise. Au sortir de l'audience, le président du caucus des élus du Grand Kivu a rapporté les assurances reçues de démarches diplomatiques et entreprises par le président de la République. Face à la situation préoccupante dans la partie est de la RDC et la détermination du chef de l'État appuyé par les gouvernements avec comme objectif de chasser et déloger l'ennemi hors du territoire national, les caucus des élus des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu ont exprimé tout leur soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour toutes les démarches politiques, diplomatiques et militaires entreprises. Au regard de cette crise, le chef de l'État se veut rassurant. Il affirme que les processus diplomatiques progressent bien et espère que la communauté internationale entendra la voix de la RDC. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs
pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. La nomination du général-major Évariste Somo Kakule comme gouverneur du Nord Kivu a été confirmée encore une fois par le président de la République lors de son adresse à la nation. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par l'avancée des rebelles du M23 et les décès de son prédécesseur, le général-major Peter Chirimwami, tombé au front. Somo Kakule Évariste, connu pour son expérience et son efficacité à la tête de la 31e brigade des réactions rapides, est un choix fort du président Félix Tshisekedi. Son parcours militaire, marqué par des responsabilités importantes au sein des FARDC, notamment dans la lutte contre les rebelles d'alliés démocratiques Force Abéni, témoigne de ses compétences en matière de commandement et de gestion des crises. Sa nomination à la tête du Nord Kivu est perçue comme une réponse à l'urgence de la situation marquée notamment par l'invasion du M23 dans la ville de Goma. Le général Somo Kakule Évariste a la lourde tâche de stabiliser les Nord Kivu. Certains acteurs de la société civile estiment que la réussite de sa nomination dépendra également du soutien politique et logistique dont il devra bénéficier du pouvoir central. Au Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tenait dernièrement, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner a précisé que sur le plan humanitaire, la situation est catastrophique. Face à l'insécurité croissante, les distributions d'aide alimentaire ont été suspendues. Goma, qui abrite près d'1 million d'habitants et autant de déplacés, est une poudrière à ciel ouvert. Les combats ont déjà forcé 500 000 personnes à fuir depuis les débuts du mois de janvier. Pour démontrer son soutien à la République démocratique du Congo, pays qui traverse des moments compliqués dans sa partie est suite à la guerre qui sévit dans les Nord et Sud Kivu. La MONUSCO, à travers sa branche, des panels d'experts de la résolution 2250 et 2419 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les jeunes, la paix, la sécurité, la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit ainsi que la traite de personnes à une journée d'information. Dans cette salle, ces officiers ont bénéficié de nouvelles connaissances. À la question de savoir comment intégrer les jeunes aux forces armées, un officier de FARDC répond. Nous avons une cellule d'identification et de sélection et d'orientation. Cette cellule, 2 sont sur le terrain, mobilise le jeune, les motive pour avoir la volonté patriotique afin de défendre leur intégrité territoriale. Mais nous avons aussi notre cellule de communication et de formation de l'armée, en sigle SIFA, fait passer des émissions de bandes, de bandes défilantes, les affiches et consorts. C'est ce qui motive le peuple congolais.
À l'heure actuelle, même tous parmi nous qui sommes là, il ne va pas manquer quelqu'un dans son statut WhatsApp ou Facebook soutien aux FARDC. De son côté, les commissaires Placide Kabeya Mutombo expliquent les travaux qu'effectue la PNC. La police ne travaille que sur base des lois, des instruments juridiques que nous détenons, que ce soit la Constitution ou la loi organique de notre institution policière, et que là-dedans est défini le cadre d'intervention de la police nationale congolaise. Et dans le cadre d'intervention de la police nationale congolaise, il y a des missions ordinaires, il y a des missions extraordinaires, il y a des missions spéciales. Et si on s'en tient à la loi fondamentale, la loi mère, ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la police, il n'y aurait aucune bavure, puisque la police deviendra à ce moment-là une police totalement professionnelle. On dit qu'elle est civile, accessible, à l'écoute de la population. C'est-à-dire, si la population émet des critiques, la police est obligée de changer ce dont la population est en train de se plaindre. Donc, en un mot comme en mille, nous sommes en train d'aller vers une professionnalisation toujours plus avancée de la police nationale pour servir au mieux la population de notre pays. Notons que l'objectif poursuivi par la résolution 2250 repose sur les renforcements des connaissances en matière de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Sur instruction de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, je vous invite au respect strict du calendrier scolaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national, y compris la journée de ce jeudi 30 janvier 2025. Seules les écoles situées dans les zones qui sont touchées par les perturbations sécuritaires doivent attendre les directives spécifiques en rapport avec leur situation particulière. Vous êtes tenus d'inviter tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école comme d'habitude et de demander à tous vos collaborateurs de veiller au fonctionnement normal de toutes les écoles. En outre, je vous prie de rappeler à tous les chefs d'établissement scolaire de veiller scrupuleusement à la sécurité des élèves en début et en fin de la journée des classes, afin de pouvoir dénicher tout objet dangereux pouvant servir d'arme blanche. Ils doivent fouiller tout, sacs et poches, voire chaussettes des élèves, afin de prévenir tout danger pour les élèves. C'est une instruction ferme et de stricte application. Faite à Kinshasa, le 29 janvier 2025, le secrétaire général AI, Mathieu Mukenge Bakina. L'agence du Fonds de promotion de l'industrie de la province du Kasaï oriental a organisé une journée promotionnelle la semaine dernière à Mbuji-Mayi. Les opérateurs économiques, les différents responsables des services de l'État et les artistes et comédiens ont été tous conviés à cet événement. Selon le chef d'agence du FPI, Bessi Kazadi, l'objectif de cette journée est de sensibiliser les assujettis à faire des déclarations correctes de la taxe de promotion de l'industrie dans les délais. La TPI contribue non seulement au financement et à l'intégration de l'industrie locale, mais aussi à la réalisation des ouvrages d'utilité publique. L'hôpital d'Elamouya et l'école du 4 janvier à Mbuji-Mayi, par exemple, ont été construits grâce aux subventions issues de cette taxe collectée dans d'autres provinces. Toutes ces subventions sont les fruits de la taxe de promotion de l'industrie locale, payée par les assujettis des autres provinces, car la quote-part de notre province de Mbuji-Mayi ne représente presque rien. Voilà pourquoi nous vous appelons à un devoir civique, chers industriels, à déclarer vos productions afin que notre chère province du Kasaï oriental soit aussi comptée parmi les meilleures. Bien avant cette journée, le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi a visité la ferme avicole dans les territoires de Miabi. Cette association sans but lucratif a été subventionnée par les FPI pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans la région. Est un exemple illustratif de cette prise en charge de soi-même
parce que l'État lui-même ne saura pas engager toutes les Congolaises et tous les Congolais. Et donc il faut que les Congolais, même par l'activité créatrice, génèrent des emplois et commencent à se prendre en charge. Ça sera en tout cas intéressant pour la population congolaise, pour rejoindre les populations qui s'y prennent dans les travaux de fabrication des aliments, pour que, en tout cas, à la longue, nous puissions assurer notre indépendance alimentaire. Les opérateurs économiques du Kasaï doivent payer cette taxe pour obtenir plus des financements du FPI afin de développer leurs projets industriels. Nouvelle libération d'otages à Gaza. Le Hamas a remis 8 prisonniers à la Croix-Rouge. Parmi eux, Agam Berger, soldate israélienne de 20 ans, capturée lors de l'attaque du 7 octobre. Elle faisait partie d'un groupe de 5 jeunes soldats enlevés ce jour-là dans le sud d'Israël, une attaque qui a déclenché la guerre. Les 4 autres ont été libérés samedi. 2 autres Israéliens sont également libres, Arbel Yehoud, 29 ans, et Gadi Moses, 80 ans. 5 travailleurs thaïlandais ont aussi été relâchés, mais leurs identités n'ont pas été confirmées. En échange, Israël va libérer 110 prisonniers palestiniens, dont 30 enfants. Cette libération s'inscrit dans le cadre de la trêve humanitaire débutée le 19 janvier 2025. Depuis, plusieurs échanges ont eu lieu entre Israël et le Hamas. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, de manifestations spontanées ont éclaté le mardi dernier devant plusieurs missions diplomatiques à Kinshasa, notamment les ambassades de France, de Belgique et du Rwanda. De jeunes manifestants ont brûlé, 2 pneus, certains bâtiments ont été partiellement touchés. Le gouvernement congolais a exprimé ses regrets pour ces incidents. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé le mercredi soir un discours à la nation diffusé par la radio-télévision nationale congolaise face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment à Goma, promettant une riposte vigoureuse pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Il a également souligné la mobilisation des forces armées de la RDC, décrites comme des forces de courage et de patriotisme. Et puis la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé dans la soirée du jeudi 31 janvier une réunion avec le membre de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif a été de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation. Ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne BSI Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.